Je vais essayer de parler, on va y arriver, j'en suis sûr, de la relation client en 2025. Alors, je vais vous présenter tout l'équipage avec moi. Donc, je vais commencer par Nicolas Maurice, qui est directeur de l'innovation du groupe Easy. Easy qui assure la gestion d'applications pour les applications métiers critiques. Juste à côté, Jérôme Lebrun, directeur associé d'Almavia et nouvellement filiale CRM de Dextedia, c'est bien ça. C'est tout chaud, hein. C'est très chaud. Qui est positionné sur toute la chaîne de valeur du parcours client. Et puis Xavier Lapeyre, directeur du pôle conseil CRM et marketing digital, le titre est long, du groupe Humanis. Humanis qui accompagne ses clients sur la globalité de leur projet, conseil développement, intégration, infogérance, formation, prestation tout à fait globale. Et puis ASI en la personne de Michel Dutou, directeur du pôle conseil Paris-de-France, qui travaille dans la digitalisation des processus, la data intelligence, la connaissance client, au cœur du sujet. On va poursuivre avec Anéo, Christophe Maury, directeur des offres expérientielles. Et en particulier de tout ce qui est la Human Innovation. Donc je pense qu'on va mettre un peu d'humain dans l'éducation client, ce qui nous fera beaucoup de bien. Jean-Luc Leveux, président fondateur de Chiamo, éditeur de logiciel du même nom, qui priorise et distribue l'ensemble des flux multimédia dans l'entreprise. Et pour finir, Philippe Lafitte, directeur général d'EasyCom, éditeur de logiciel de centre de contact multicanal à destination des entreprises de type. Voilà. Alors, vous voyez, l'équipage est nombreux. Je vous propose maintenant d'attacher votre ceinture, de relever vos tablettes, et puis on va partir en direction de 2025. Pour poursuivre juste une seconde cette comparaison avec l'aviation civile, la sécurité est quelque chose de très important dans l'aviation civile. Je vous propose de démarrer par ce thème de la sécurité. En 2025, quelles sont les principales évolutions? Je vais poser la question à Xavier Lapeyre. Comment est-ce qu'on peut, à votre avis, dans les années qui viennent, transformer toutes ces contraintes réglementaires autour des données personnelles en termes de sécurité? Comment est-ce qu'on peut transformer ça en véritable opportunité pour les entreprises? Vous avez des micros devant. Xavier, ça marche? Bonjour à tous. En fait, on part souvent du constat que les entreprises, notamment aujourd'hui au cœur d'actualité avec le GDPR ou le RGPD, que les entreprises en fait ne maîtrisent pas nécessairement toute la donnée client. Pourquoi? Parce que bien souvent, la donnée client est répartie dans un écosystème complexe, à la fois en interne, mais également avec les sous-traitants. Et c'est justement en fait de profiter de cette contrainte réglementaire, voire même d'autres, pour procéder à un état des lieux. Cet état des lieux va permettre de mettre en évidence à la fois les process métiers, à la fois l'usage qui est fait de cette donnée, et surtout d'identifier là où il y a des carences. Des carences en termes de gouvernance, des carences en termes de, je vais dire RCE, ça ne parle peut-être pas tout le monde, les référentiels clients uniques, et c'est justement l'enjeu de demain. C'est-à-dire que de plus en plus, on a de la donnée, de plus en plus, il est nécessaire de la consolider, de bien la structurer, pour pouvoir mieux l'utiliser pour l'ensemble des directions métiers qui sont en relation avec les clients. Donc voilà, en tout cas, une des pistes pour 2025. Merci. Alors, consolider, structurer de la donnée, après il faut la stocker quelque part. Du coup, j'ai envie de poser la question à Easy. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir des systèmes robustes, étanches? Enfin, c'est quoi l'avenir de tous ces systèmes d'hébergement? Déjà, pour avoir des systèmes robustes et étanches, il faut venir chez nous. Si, alors. C'était la première question et c'est important. Non, en fait, on travaille, comme ça a été précisé tout à l'heure, sur des applications métiers critiques. Je vais passer les différents éditeurs de solutions que l'on héberge, mais on apporte à ces éditeurs la garantie de localisation des données sur nos systèmes d'information, bien entendu. On les accompagne dans cette localisation pour permettre de garantir la sécurité de ces données tout en sachant à tout moment où elles se trouvent, ça, et
indispensable dans le cadre des nouvelles réglementations, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place déjà il y a un certain nombre d'années, qu'on continue, sur lequel on continue d'œuvrer pour aider nos partenaires dans les démarches actuelles autour des nouvelles réglementations. Plus de l'évolution, pas de réelle révolution à attendre dans les années qui viennent autour de l'hébergement numérique. La révolution qu'il va y avoir concernera l'utilisation de nouveaux outils de stockage qui nous permettront de répartir la donnée sur plus de systèmes pour apporter plus de sécurité et de disponibilité, mais en gardant à l'esprit la gestion de la localisation de cette donnée qui est indispensable dans le cadre du GDPR ou RGPD. Là, c'est tu et pas dedans, c'est sûr. Est-ce que vous avez ajouté les uns les autres d'autres choses sur ce premier thème de la sécurité? Non. Juste une précision concernant la sécurité, parce que la question qui a été posée concernait la sécurité des données. On parle également de la sécurité de l'accès aux données. Et donc, quand on a besoin d'apporter une bonne expérience à nos utilisateurs, on a besoin de garantir que la donnée qui va transiter soit bien sécurisée. Donc là, on travaille avec des solutions qui nous permettent de crypter les données jusqu'au terminal de l'utilisateur. Tout ça permet, encore une fois, de garantir plus de sécurité à nos utilisateurs. Juste, je rajouterais en fait que la donnée va devenir de plus en plus sensible, notamment avec les objets connectés. Là, on va démultiplier à foison en fait, l'information dont on dispose sur le consommateur, sur le client. Il faudra être encore plus vigilant justement sur cette sécurisation de la donnée, tant de son usage que sur les systèmes d'information et de son exploitation. Donc c'est toujours recentré en fait, la donnée oui, mais pourquoi faire et pour couvrir quels enjeux business. Et ça c'est toujours important d'avoir ça en tête, parce que bien souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations au sein de l'entreprise et qu'en définitive les informations essentielles, eh bien, elles sont moins importantes, elles sont moins nombreuses en tout cas, et elles ne sont pas forcément visibles de tous. Je vous confirme, nous, chez Edil, on a fait il y a quelques mois, on a fait faire un audit de sécurité. On a demandé à des hackers de nous voir ce qui fait connecter le système. La bonne nouvelle, je vous rassure, c'est qu'ils ne sont pas rentrés. Mais le peu qu'ils avaient réussi à faire, ils se sont connectés à un vidéoprojecteur qui était chez nous dans une salle de réunion et connecté à Internet. Le vidéoprojecteur, ils sont passés à l'imprimante, et de l'imprimante, après, ils ont essayé de effectivement, les objets connectés sont sûrement un sujet de sécurité des années à venir très important. Le deuxième grand sujet, on a une heure, il faut aller un petit peu vite. Le deuxième grand sujet, c'est qu'on a choisi d'aborder, c'est la conduite de projet. La conduite de projet, on a beaucoup, les entreprises s'occupent beaucoup de prendre en considération les acteurs internes de l'entreprise. Il faut aussi prendre, me semble-t-il, des acteurs externes. Est-ce qu'en termes de conduite de projet, on a des conférences ce matin sur les projets agiles, est-ce qu'en termes de conduite de projet, il y a des nouveautés à attendre dans les années qui viennent? Michel Moutou. Oui, bonsoir à tous. Oui, en fait, je reformulerai, c'est pas nécessairement public et externe interne, c'est plutôt client collaborateur. C'est ce qu'on appelle communément la symétrie des ambitions, et nous, chez ST, on appelle ça la symétrie digitale, et c'est pour ça qu'on a développé nos offres autour du parcours client, l'expérience client et l'expérience collaborateur. On s'aperçoit que finalement, un collaborateur, on observe dans la majorité des entreprises maintenant, même si ça change petit à petit, qu'il y a un décalage entre ce qu'on propose et les outils qu'on met à disposition des collaborateurs et ce qu'on propose aux clients. On a vraiment un décalage. Deuxième fait important, les collaborateurs sont souvent clients, et pas nécessairement clients de la marque et du produit d'entreprise, mais clients d'autres marques et d'autres produits. Et enfin, les collaborateurs sont vraiment, je dirais, ambassadeurs, les premiers ambassadeurs de la marque et de l'entreprise. Donc tout ça pour dire que dans la mise en place de projets, il faut apporter une attention tout aussi particulière aux collaborateurs qu'aux clients. Juste quelques points de vue. Déjà, en termes d'esprit, remettre le collaborateur au sens, vraiment au cœur de la relation client. Je pense notamment aux forces commerciales, aux activités de support, de services après-vente ou de services clientèle, parce que c'est eux qui sont le premier point de contact entre un client
et un collaborateur. Donc c'est l'image que se fait finalement le client, au-delà de toutes les solutions, tous les outils et de la marque d'entreprise qu'on peut faire, mais finalement un client qui est insatisfait parce qu'on ne lui a pas répondu à une réclamation, c'est l'image qui se fait. Deuxième chose importante, c'est doter les collaborateurs d'outils. Effectivement, là, les solutions de type relation client sont importantes. C'est comment mieux connaître la relation client, anticiper ses besoins, anticiper ses problèmes, etc. Mais j'aurais tendance à dire avant tout, c'est comment placer dans ces projets, finalement, ce ne sont pas des projets de solution, finalement, ce sont des projets de transformation d'entreprise, comment on place finalement le collaborateur au cœur de ces projets de transformation d'entreprise. Donc c'est avant tout faire ce qu'on appelle de la co-construction, quand on met en place des projets de type CRM. Un projet de type CRM, ce n'est pas un projet de top management, ce n'est pas un projet de consultant, c'est un projet avant tout client-collaborateur. Et donc on les sollicite bien en amont, dans la collecte de besoins, dans la partie conception, sur tout ce qui est UX/UI, et dans la partie, je dirais, recette utilisateur déploiement, parce que c'est eux qui sont les utilisateurs et c'est eux qui seront vraiment ambassadeurs de la solution. Et puis, je dirais avant tout aussi, c'est développer une culture identitaire, une culture d'entreprise dans ces projets-là. C'est mettre en place des organisations pour favoriser l'échange, le partage d'informations, parce que finalement, on parle beaucoup de parcours d'expérience client, on parle peu d'expérience collaborateur, et on parle encore moins d'expérience que je qualifierais d'identité entreprise. Finalement, il faut que ce collaborateur il soit vraiment responsabilité sur ce projet d'entreprise et qu'il soit vraiment identitaire par rapport à l'entreprise. Et quand on parle de ce métier des attentions par rapport à ce type de projet, c'est finalement, pour pousser le concept vraiment au bout du bout, c'est finalement, il faut qu'il y ait un mimétisme entre le client et le collaborateur. C'est-à-dire que quand un client a affaire à un collaborateur par des je dirais, canaux dématérialisés ou par des canaux, je dirais, beaucoup plus humains, mais il faut qu'il s'identifie au collaborateur. Et inversement, quand un collaborateur s'identifie au client, c'est lui qui sera vraiment en meilleure posture pour promouvoir ses produits. Donc c'est pour ça que c'est important dans ces projets-là de bien insister sur l'expérience client et surtout le collaborateur. Alors le client, le collaborateur, l'acheteur, le vendeur, est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de changer un peu la relation entre l'entreprise et son écosystème et ses clients et quelles seront demain les relations telles que vous les voyez entre un acheteur, un vendeur? Est-ce qu'on continuera, Christophe Maurice Coragnolo, à avoir le même type de relation? Est-ce qu'on entend parler d'acheteurs augmentés? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, bonjour. Ça fait beaucoup de questions. Je commence par la première. Comment on voit en 2025 la relation sur l'échange qui était avant moi? Effectivement, c'est important, le synchronisme des intentions, mais si on rentre dans une perspective utilisateur, ça devient beaucoup plus large. On se rend compte que nos organisations sont faites du métier vers le client. Mais si on est client-centrique, ça veut dire que c'est le métier, le client, pardon, l'expérience client qui vient organiser, structurer, architecturer l'ensemble de nos processus internes, l'ensemble de nos métiers. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon d'être agile, mais pas agile simplement en mode projet, c'est être agile organisationnellement, faire de l'innovation, faire de la compréhension des changements, des comportements de ces consommateurs. Première question. La deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'un acheteur augmenté? J'aime bien prendre l'exemple d'Apple. Désormais, on se rend compte que sur le nouveau iOS d'Apple, on ne peut plus traquer les parcours, le cookies n'est plus possible. Ça veut dire que, l'air de rien, l'acheteur reprend un petit peu possession de son information. Et donc ça veut dire qu'il va falloir inventer une nouvelle façon pour aller l'adresser et pour aller le compte. Pour faire tourner un peu la parole, donc le facteur humain dans la relation est un point essentiel. Est-ce que dans les années qui viennent, le facteur humain dans la relation sera toujours identique? Comment est-ce que les acheteurs potentiels, les clients vont interagir avec l'entreprise? Est-ce que les vendeurs deviendront plus des experts? Jean-Luc Neveu. Oui, bonsoir. Nous, effectivement, on se concentre principalement sur la partie centre de contact. Dans la grande chaîne de la relation client, on regarde principalement ça. Et effectivement, on parle de déshumanisation, vous m'avez compris, et d'être capable de par l'automatisation, l'intelligence artificielle, on est dans un risque effectivement de voir un décalage
entre les attentes des consommateurs sur leur relation avec leur marque, les sociétés. Et donc nous, on pense vraiment qu'on va travailler sur de l'automatisation, mais de l'automatisation pour améliorer, pour sublimer la relation transactionnelle vers la relation émotionnelle. Il faut qu'on garde en fait ce lien-là, enfin l'entreprise doit garder un lien émotionnel avec ses clients, et on va faire au niveau des outils qui vont permettre de cibler les utilisateurs en attente de ces relations un peu plus fortes, par contexte métier, le contexte d'un assureur, il y a un accident, on a besoin de lui apporter un secours, une aide ou être réconfortant. Et donc, effectivement, on va plutôt avoir des outils qui vont nous aider à identifier les contextes sur lesquels il peut y avoir des problèmes pour apporter cette relation. Alors justement, dans la relation, on la voit avec un canal important. Philippe, c'est quoi l'avenir de la relation client par la voix ou plus particulièrement par le téléphone? Quelles sont les innovations qu'on peut attendre en relation? En fait, le centre de contact, on voit bien. D'abord, on a parlé de centre d'appel téléphonique il y a quelques années. C'est un terme qu'on n'utilise plus volontairement pour parler de centre de contact omnicanal. On a parlé de multicanal, de cross-canal, d'omnicanal. Donc aujourd'hui, on a cette faculté à ne plus avoir des silos sur une activité téléphonique, chat, web, etc. Donc on sait que dans les années à venir, le téléphone va de toute façon persister. C'est le canal encore le plus fort au niveau des interactions. Ça, c'est la première chose. On sait aussi que les services clients vont essayer d'être disponibles en 24/24. Donc à travers d'autres mécanismes, d'autres canaux, le web chat, les assistants virtuels qui vont venir assister nos téléconseillers. Ces téléconseillers qui, demain, seront un petit peu plus expérimentés, seront assistés de ces chatbots, de ces assistants à travers les sites web, et on diminuera peut-être le nombre de téléconseillers, ça c'est pas impossible dans les années à venir, c'est ce que beaucoup prédisent, en tout cas ils seront beaucoup plus expérimentés. Ça c'est quelque chose qui est indéniable, assisté de tous les autres canaux digitaux. L'expertise, le client augmenté, tout à l'heure le mot a été prononcé intelligence artificielle, c'est évidemment des choses qui vont arriver. Moi j'aimerais avoir votre position, comment vous voyez la place de l'intelligence artificielle dans la relation client dans les années qui viennent. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, alors il y a beaucoup de fantasmes, un peu de réalité, et tout ça est mélangé, il faudrait éclaircir ça. Alors, je suis plutôt là pour vous poser des questions, mais juste sur la partie données et place du client, je pense que, en tout cas, nous, on travaille sur l'évolution des logiciels, dans lequel, pour des raisons liées au RGPD, mais pas seulement, il faut qu'on redonne la responsabilité des informations du client au client. Donc, on fait rentrer en réalité le client comme une sorte d'utilisateur un peu particulier du CRM, pour que ce soit lui qui soit responsable de ces données. D'abord, parce qu'on plus à jour, et en plus, c'est lui qui emporte la responsabilité. Et donc, il y a un certain nombre d'évolutions dans les fonctions du logiciel où il va s'agir d'avoir des utilisateurs un peu particuliers qui sont des clients, mais qui deviendront des acteurs de leur propre relation. Voilà, ça, c'est des choses, en tout cas, qui me semblent on va voir arriver dans les années à venir. Alors, ces 30 secondes sur la place du client vous ont sûrement permis de réfléchir un peu. Qui veut parler en premier sur la place de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on aura l'intelligence artificielle de l'acheteur qui discutera avec l'intelligence artificielle du vendeur et qui vont négocier entre eux? Comment vous voyez ça? Je pense qu'il y a un paradoxe finalement avec le déploiement du tout digital et puis ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on a appelé pendant des années la relation humaine, qui je pense tente à se galvauder et on parle beaucoup plus d'interaction où finalement on privilégie le volume plutôt que la qualité. Donc je pense que l'IA est très intéressant parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, je pense que ce que le client attend, c'est l'émotion. Alors aujourd'hui, l'IA, je pense, peut avoir des bénéfices. On le voit notamment dans des domaines où il faut faire des traitements en masse. Je pense notamment au chatbot quand on a un premier niveau de relation, sur le machine learning, etc. Mais à un moment donné, le client attend l'émotion. Donc je pense que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que comme on a voulu axer sur la productivité moins que sur la valeur client parce qu'on est dans un marché, notamment B2C, qui est fortement concurrentiel, on a développé ça. Donc l'IA, je pense que ça peut avoir des bénéfices, mais attention,
L'IA, pour l'instant, c'est plutôt, on est dans un phénomène de reproduction. Et dans l'IA, on n'a pas ce phénomène de création ni d'émotion. Donc je me dis l'IA, oui, plutôt peut-être dans un premier niveau pour tout ce qui est digitalisation de certains processus, développement back-office, je pense notamment sur des prédictions sur tout ce qui est domaine financier. Par contre, méfiance sur un front-office où on a encore besoin d'avoir cette relation humaine plus que de l'interaction en masse vis-à-vis de clients, jusque de prospects. Je pense que je suis d'accord, mais je pense que c'est un petit peu plus complexe. Ça dépend aussi de sa stratégie de marque. C'est-à-dire s'il y a des produits où on est dans une recherche de prix, et il y a des produits où on est dans une recherche d'émotion. Et l'IA sur la recherche de prix va être un facteur catalyseur et va être la réponse pour aller challenger le prix. Quand on est sur l'émotion, l'humain avec l'IA va permettre d'améliorer l'interaction. Il est important de voir cette dichotomie. Acheter du papier toilette ou acheter une Aston Martin, c'est pas tout à fait la même recherche d'émotion. Et le tout digital avec des outils extrêmement puissants qui nous permettent de livrer le papier toilette peut être une solution vers laquelle on tend et vers laquelle les acteurs tels Amazon avaient. Lotus fait du papier toilette et des voitures. Je suis d'accord, simplement je pense qu'il y a un aspect qui est l'intelligence artificielle, sur ce volume d'interaction que subissent qu'on voit tous nos clients, c'est arriver à déterminer quelles sont les interactions qui ont une réelle besoin d'attente émotionnelle et celles qui peuvent être traitées automatiquement. Et donc je pense que l'intelligence artificielle ne doit pas être que concentrée sur l'échange, mais sur la capacité à analyser les données qui viennent de CRM par exemple, la capacité d'analyser le contexte du client, où est son environnement, son process d'achat, et de façon à sortir et lire les interactions qui nécessiteront un contact humain. Mais il faut effectivement traiter le volume, parce qu'il y a énormément de volume, et cela il faut essayer avec faible valeur ajoutée en plus de traitement, et cela a le mérite d'être géré par des systèmes automatisés. Donc, il y a plus comme assistant des acteurs internes de l'entreprise dans leur relation client que comme interagissant directement avec les clients. Est-ce que je résume bien? Alors, je vous propose de continuer un peu notre tour d'horizon. La voix, on l'a dit tout à l'heure, était toujours un canal privilégié de la relation client. Alors, elle prend de plus en plus de place, le web prend de plus en plus de place. Comment est-ce que les deux, à votre avis, vont continuer à coexister en bonne harmonie? Enfin, on va essayer dans tous les cas. Jérôme Lebrun. Et sur la voix, il y a aussi des innovations. On a parlé il y a quelques temps, ça a donné des conférences sur le WebRTC. Donc le WebRTC, c'est pouvoir faire de la téléphonie, de la voix directement depuis le web, depuis votre browser, sans passer par la complicité des architectures télécom. Donc ça, c'est des vraies innovations qui arrivent. Vous avez des boutons Amazon qui permettent d'établir une communication téléphonique sans passer par le téléphone. Et puis la voix, aujourd'hui, quand on regarde dans les innovations des GAFA, la voix, on parle des assistants virtuels, donc on parle beaucoup de l'IA, on en parlait il y a encore quelques secondes. L'IHM, l'interface homme-machine avec l'IA, c'est la voix. Donc même dans ce phénomène qui arrive, les assistants virtuels, les assistants dans la voiture, les assistants dans la cuisine, parce que l'usage domestique, c'est surtout là où il y a l'assistant, la voix et le canal d'interaction. Donc entre la reconnaissance vocale, maintenant même dans les centres d'appel, on arrive à faire du pilotage temps réel sur la voix. Si on refait de la retranscription temps réel de la voix, on en tire des indicateurs, on va remonter des alertes au niveau du superviseur, on va monter des préconisations aux consultants, aux clientèle. Donc oui, la voix est encore un bel avenir. Merci. Alors, la voix, c'est beaucoup de données, des gros volumes de données, si on veut enregistrer tout ça, c'est partie des interactions clients, celles qu'on va avoir sur le web, celles qu'on va avoir dans les boutiques, ou les interactions physiques qu'on peut avoir avec les clients. Il va falloir structurer tout ça, organiser tout ça pour pouvoir le réutiliser après dans une démarche proactive. Alors, comment vous voyez l'évolution de cette capacité à structurer, à formaliser un CRM pour agréger les données dans l'entreprise? Là, on parle surtout de vision 360. On évoquait tout à l'heure l'organisation customer-centrique, mais ça sous-entend aussi
on ait la réconciliation de toute l'information qui est associée en fait au client, à la fois là où il a acheté, à la fois là où il communique, quels sont ses points de contact, et ça, en fait, de disposer de cette information en temps réel. Aujourd'hui, c'est pour servir qui, notamment, le service client. Ça, c'est important, parce que souvent, il se retrouve en décalage entre un client qui est allé sur le site web, un client qui est allé en magasin. Il ne dispose pas nécessairement de l'information au bon moment. C'est aussi servir le marketing sur ces programmes relationnels. C'est justement d'interagir au bon moment avec pertinence pour apporter l'offre de valeur. Aujourd'hui, ça sous-entend quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il faut consolider toute l'information dans l'outil CRM? Est-ce que c'est bien là la bonne architecture à employer? Je dirais que c'est chaque client a ses contraintes, a ses enjeux business, a un enjeu autour de la donnée. On a parlé de patrimoine ce matin, de la donnée client. Il est important en fait d'étudier son écosystème pour bien cerner en fait les différents scénarios en termes d'architecture, à la fois technique et fonctionnelle, qui lui sont nécessaires pour piloter, gérer ses process métiers et surtout couvrir ses enjeux autour de la donnée client. Donc le CRM, effectivement, un peu naturellement, et notamment pour le service client, ça peut être pertinent de se dire que toute l'information repose dans ce système-là, puisque ça permet déjà d'avoir une vue opérationnelle et également des reportings. Mais après, ça veut dire aussi que quand on est amené à brasser énormément d'informations, il y a peut-être des solutions alternatives ou en adéquation qui vont être des solutions de, par exemple, Big Data, Data Lake, et ça pour couvrir d'autres enjeux encore. Donc voilà, à chaque fois, je dirais un contexte différent, une solution, je dirais, qui est propre au client. Et évidemment, tant qu'à faire, avoir en tout cas toute l'information pour le service client au travers du CRM, c'est avant tout un prérequis. Je parlais tout à l'heure d'évoquer un peu la blockchain, l'intelligence artificielle. Le troisième mot-clé qu'on retrouve un peu partout, c'est l'Internet des objets. Alors, est-ce que dans les expériences que vous avez, ou dans les projets sur lesquels vous réfléchissez, comment vous voyez la place de l'Internet des objets et est-ce qu'il a un rôle à jouer dans la relation client? Est-ce que c'est ça comme un moyen également de devancer les attentes des clients et de pouvoir mieux répondre du coup à leurs attentes avant même qu'ils les expriment. Bien entendu, on va pouvoir, quand un objet va discuter avec un autre objet, on va pouvoir essayer de corriger les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, mais on n'aura plus forcément besoin, par la visualisation, c'est déjà important, on n'aura plus forcément besoin d'aller parler avec un interlocuteur, on discutera avec l'objet pour savoir ce dont il a besoin et répondre directement avant même que le client exprime sa demande à cette même demande. Pour compléter et pour couper ça au CRM, on a des références communes où on a, dans le domaine de l'habitat social, des CRM en place, couplés à des objets connectés qui vont remonter des alertes, par exemple les pannes d'ascenseur, typiquement, qui vont permettre, dans un processus de relation client, de prévenir l'ensemble des habitants d'un même immeuble qui a une difficulté ou que l'ascenseur a été remis en marche. Donc là, on est Internet des objets, mais après une communication vers le client final, donc une relation humaine, mais qui permet d'anticiper la demande et d'anticiper éventuellement l'engorgement du centre de contact avec un dysfonctionnement. Alors, je vais peut-être juste dire un mot de ce qu'on observe et ce qui me semble, c'est qu'on va aller un peu plus loin que l'Internet des objets. C'est pas l'objet communicant, c'est plutôt, à mon sens, le produit communicant. Dans quelle mesure est-ce que les produits que nous délivrons à nos clients sont capables de nous renseigner, nous, fournisseurs, sur l'usage que nos clients en font? Pour être clair, un client va utiliser un photocopieur. Le photocopieur peut prévenir et me donner des informations sur l'usage qu'il en est fait. Lorsque j'emmène ma voiture en révision, il y a des moyens de retirer de l'information du moteur et de l'envoyer dans le système. Alors, ce n'est pas l'Internet des objets au sens où il n'y a pas une communication de réel, mais à la limite, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire en sorte que nos produits, et donc là, c'est dans le design même des produits que fournit le client, de se poser la question de savoir comment ces produits vont pouvoir nous informer sur l'usage qui en est fait par tel ou tel client pour mieux connaître le client, etc.
et du coup proposer des produits. Ça a des impacts, nous on travaille en termes de CRM sur les volumes de données, parce qu'évidemment, on a énormément de volumes de données, et ça a un impact aussi sur la capacité à transformer des données élémentaires. Il y a eu une photocopie à 17h12 en couleur, il y a eu 4 pages à 17h14 en noir et blanc, etc. Transformer toutes ces données élémentaires en quelque chose qui a du sens. Donc là, on est dans le domaine, peut-être pas des systèmes de l'intelligence artificielle, mais au moins des systèmes experts. Donc, gros volume de données, transformer ces données en sens. Et là, on est directement dans le CRM. Et il nous semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'acteur interne qui va pouvoir enseigner le CRM sur le client, ce n'est pas uniquement le client lui-même qui va pouvoir le faire, c'est aussi les produits qu'il utilise. Nous, on utilise des produits et pas des services. Là, c'est effectivement un peu plus compliqué. Un point encore sur la partie infrastructure. Comment vous voyez les évolutions? On voit aujourd'hui qu'il y a une demande plus forte en termes de robustesse des données, en termes d'étanchéité des systèmes, des demandes également de prendre en charge des problématiques de mobilité, qui peuvent paraître un peu paradoxales peut-être avec le fait d'être dans un hébergement en cloud, etc. Comment vous voyez les choses chez les élus? En effet, on a besoin d'analyser toujours plus de données et tout ça nécessite des tuyaux qui sont de plus en plus performants. On utilise bien entendu les nouvelles technologies, les nouveaux réseaux mobiles pour augmenter la bande passante avec les data centers que nous gérons. Et en fait, de notre côté, on assure la proximité avec les opérateurs pour permettre aux entreprises qui utilisent nos services d'avoir la bonne bande passante et le niveau de performance adéquat pour collecter toutes les données de plus en plus importantes des objets ou autres systèmes applicatifs. Et concernant la sécurité, on parlait tout à l'heure un peu de bots d'intelligence artificielle. Pour apporter plus de sécurité, on met en place des outils qui nous permettent de détecter des comportements à risque et qui nous permettent de bloquer de manière proactive les accès à un applicatif qui pourrait se voir corrompu. Donc tout ça couplé avec les réseaux mobiles et la proximité avec les clients, on n'a plus un équipement physique sur lequel on va faire une action pour pouvoir bloquer un accès et donc garantir la sécurité des données. Mais c'est un système un peu mouvant qui va adapter la sécurité au comportement des utilisateurs ou des systèmes qui vont accéder à un applicatif. On avait prévu de se garder un peu de temps pour les questions à la fin. Peut-être avant de passer aux questions, tour de table rapide en une phrase de conclusion. Comment vous voyez, pour vous, dans vos métiers, en tant qu'expert, l'évolution principale de la facette qui vous préoccupe en termes de relations clients dans les 5 à 7 ans qui viennent? Quels vont être les changements majeurs? Tu commences. La prochaine étape, c'est l'intégration, l'exploitation des données. On a beaucoup parlé d'IA, mais l'IA, finalement, ce n'est que l'exploitation des données, enfin, c'est de mettre de l'intelligence pour exploiter les données. Donc, de notre vision, le prochain pas, ce sera la bonne exploitation des données à deux fins, un pilotage, mais on fait déjà des KPI, on fait déjà des choses, il y a déjà des data scientists qui font des choses. Là, les technologies permettent de mettre ça à la main des métiers. Donc, les métiers vont pouvoir eux-mêmes extraire des données à des fins de pilotage. Et puis, on en a parlé aussi à la conférence juste avant, c'est Jean-Sébastien qui en parlait, tout ce qui est préconisation, next best action, basé aussi sur l'exploitation des données. Ça aussi, je pense que c'est une évolution prochaine du CRM. Donc, le multicanal a fusionné avec le CRM, et je pense que là, le CRM va fusionner avec l'exploitation des données. Merci. Xavier Lapeyrière pour une liste.
Je rejoins en fait cette vision, notamment sur le fait qu'il y aura une plus forte encore consolidation de l'information. Et ça, je pense que demain, ce sera encore plus un levier de compétitivité, c'est-à-dire d'apporter une offre personnalisée. On a un peu parlé de la personnalisation, hein. Il y a encore aujourd'hui bon nombre, notamment des retailers, envoient des centaines et des centaines de millions d'emails par an sur des campagnes marketing, sans même personnaliser leur message. Donc ça, je pense qu'on est tous aujourd'hui un peu fatigués de ce type de communication, et ce qu'on veut, c'est surtout avoir une information pertinente au bon moment, et une information, quand je dis pertinente, c'est-à-dire une offre valeur adaptée à nos besoins. Et le fait de réconcilier et de consolider toutes les informations que la marque dispose sur le client, ça va être justement lui permettre de réadapter et d'offrir un produit complètement personnalisé. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux objets connectés, moi j'ai en tête notamment les assureurs, notamment les assurances santé. De plus en plus, elles sont aujourd'hui friandes de se dire plus on disposera d'outils connectés, plus ça nous permettra d'offrir des nouveaux services, que ce soit pour des patients, que ce soit pour des malades, ou même pour les personnes qui tournent, qui, je dirais, assistent ces personnes-là, ces clients-là, et du coup d'avoir une offre complètement adaptée. Et c'est peut-être aussi remesurer le risque. Donc ça va très loin, le fait de pouvoir disposer de ces informations-là et d'apporter voilà, une offre vraiment personnalisée. C'est en tout cas vers ça, en tout cas, que je vois les choses. Après, je reviens juste sur la partie vocale. Je pense que même moi, j'ai un peu de cheveux blancs. Je ne suis pas si convaincu que ça, que la voix va encore durer super longtemps. À 2025, oui. Mais si je prends la génération de mes enfants, aujourd'hui, la voix, ils l'ont quasiment abandonnée. Ils sont sur de l'application mobile en permanence, sur l'instantanéité, et ils ne fonctionnent même en mode collaboratif, d'ailleurs que comme ça. Et là, on peut se poser de réelles questions, parce que je pense qu'il va y avoir un virage. Alors, ça ne sera peut-être pas dans les 5 prochaines ou 10 prochaines années, mais clairement, à horizon un peu plus loin, je pense qu'on sera plus sur ce mode de fonctionnement. Merci Michel Moutou pour ASI. Merci. Moi, je vois 2025, c'est vrai que quand on avait échangé, pour moi, 2025, c'est très très loin. Pour moi, la transformation de la relation client, elle a lieu dès à présent. Donc, s'il faut voir l'évolution de la relation client, c'est plutôt sur les 2-3 ans à venir plutôt que sur les 10 ans à venir. C'était juste une boutade. Il y a pour moi 2 axes importants. C'est avant tout, c'est la transformation des entreprises vers la relation client. J'ai toujours placé comme l'ambition de l'entreprise avant la solution. Donc les entreprises aujourd'hui à se transformer parce qu'on est dans un domaine concurrentiel avec l'ubérisation, etc., qui touche tous les secteurs d'activité. Donc l'entreprise est amenée à se remettre en cause sur son modèle, son business model historique. Et on a affaire à la disruption, comme on dit dans le mode des startups, à pivoter. Et c'est là qu'on a affaire, notamment dans le secteur banque-assurance, qui est très très en avance là-dessus, sur l'éclosion des plateformes de services qui poussent comme ce secteur-là à proposer des services aux utilisateurs qu'on n'avait même pas imaginé. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment accompagner la transformation des entreprises dans leur nouvelle relation client. Et ensuite, comment leur donner des moyens. Alors tout à l'heure, effectivement, je vous rejoins sur les architectures, etc. Mais quelque part, toutes les entreprises ne sont malheureusement pas des entreprises qui sont aujourd'hui des startups. Donc il y a tout un poids de l'histoire, notamment sur ce qu'on appelle le legacy. C'est comment finalement les outils qui sont de plus en plus agiles, de plus en plus performants, vont être au service de l'ambition de l'entreprise. Quand vous avez un système historique dans certains secteurs d'activité qui ont des années et des années d'existence, c'est pas simple. Donc moi je pense qu'une des clés, c'est aussi comment rendre l'entreprise agile, pas que par les outils, par la transformation, par l'organisation, et c'est notamment aller plutôt vers des architectures de type hybride, mettre en place effectivement des solutions de type data lake, data management, et puis mettre en place des plateformes de services justement qui vont faire qu'on aura une cohabitation entre un système historique et un nouveau système qui va permettre son développement, faire cohabiter les deux et puis déconditionner petit à petit l'un vers l'autre. Donc ça fait beaucoup de challenges et d'enjeux à venir pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Merci Christophe, Maurice. Moi, ma vision, c'est que quand j'écoute les personnes qui ont parlé avant moi, c'est que ça va devenir de plus en plus complexe. Ça va devenir de plus en plus compliqué de réussir à créer une relation avec l'acheteur, le consommateur, qui soit cohérente depuis sa volonté jusqu'à l'expression, l'achat, etc. Et donc ce que ça me fait penser, c'est à l'horizon 2025, je pense qu'on n'a strictement aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. Je vais prendre l'exemple de Renault. Quand on pense une voiture autonome, qui va arriver d'ici 2-3 ans, qui va rouler régulièrement, que va devenir la concession classique dont on avait l'habitude, alors que la voiture va devenir un salon de son foyer. Donc je pense que ça va devenir extrêmement complexe et ça va devenir de plus en plus complexe à savoir ce vers quoi on va aller.
J'ai envie de neveu, qui n'a pas de truc comme moi, et l'avantage de ne pas avoir de cheveux blancs par rapport aux autres. Ça se voit pas, ouais. Donc, non, je suis d'accord qu'on ne sait pas. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que, enfin, moi je l'espère, les relations humaines resteront, enfin sinon, ce sera que les robots qui seront ainsi là pour parler dans les robots, donc ça n'a pas d'avenir. Donc, je crois aux relations humaines qui vont perdurer, même chez les jeunes, parce que j'ai des enfants qui aussi sont sur toutes les applications possibles, mais qui en feront une utilisation très particulière et qui vont accepter le côté éphémère de cet échange. Ça n'a pas à la Snapchat, alors on ne garde pas. Donc il n'y a pas d'histoire. On est vraiment sur l'utilisation éphémère. Par contre, les vraies relations humaines, les échanges existent toujours. Et j'ai énormément confiance dans la génération qui arrive. Et je crois beaucoup plus à l'aspect humain, à la présence de l'humain, et qu'on va privilégier grâce à toutes les applications qu'on pourra avoir autour de nous pour débarrasser de toute la technologie qui peut aujourd'hui, on est dans un flou, qui peut nous perturber, pour essayer d'avoir des vraies relations. Merci. Philippe Paquet. Alors 2025 c'est loin quand même. Moi je ne sais pas trop. En fait, sur les 2-3 années qui viennent, je pense qu'on peut sûrement... Alors je reviens sur le téléphone, parce que c'était un sujet. Ça va perdurer. Je pense qu'il ne faut pas les opposer du tout. Ça va vraiment perdurer. D'abord parce que c'est notre métier, donc on met toujours un peu en avant. Donc le téléphone doit continuer dans les services clients. Il ne crée plus que ça, sinon on va arrêter. Mais et effectivement, c'est générationnel. Les jeunes, si moi j'envoie un mail à mon fils, je crois qu'il me répondra peut-être la semaine prochaine. Donc il est déjà plus au mail. Donc ça c'est clair. Mais il ne faut pas les opposer, c'est juste complémentaire tout simplement. Et c'est générationnel. Ça va mettre des années avant que le téléphone disparaisse, peut-être qu'il ne disparaîtra pas. Mais alors, aussi, Jérôme a parlé de WebRTC, parce que ça, c'est une techno qu'on met en place aussi depuis quelques temps, qui est une techno qui est très très intéressante. C'est passer par un autre canal, passer par un canal purement Internet, que les jeunes utilisent aujourd'hui. Accéder directement des téléconseillers, accéder à de la vidéo, pas dans le sens de voir un téléconseiller en vidéo, mais de voir le client dans l'autre sens. Donc clairement, moi, si je vous donne quelques exemples de clients installés, il y a un accident sur une voiture, il y a une toute petite éraflure, c'est pas du méchant, on fait voir à son téléconseiller d'assurance le résultat et c'est vite de faire un déplacement. Ça, c'est des choses qui vont arriver dans les années à venir. Donc c'est d'abord, pour moi, c'est avant tout une fusion de tous les canaux dans les quelques années qui viennent. Ça, c'est ce centre de contact omnicanal dont on parle depuis ce matin. Et puis ensuite, nous, parce qu'on est plutôt côté centre de contact, donc on est très orienté sur téléphonie, chat, etc. La partie exploitation de données, je la laisse au CRM, c'est un peu moins notre tasse de thé. Merci. Alors moi aussi j'ai des enfants. Et alors c'est assez paradoxal, on a beaucoup parlé de la voix, est-ce que ça allait perdurer le téléphone. Moi j'ai assisté à une scène surréaliste entre deux enfants, enfin j'en ai un en tout cas, alors, qui utilise le téléphone pour s'envoyer des messages, sauf que comme c'est plus rapide de les dicter les messages, j'appuie sur Siri ou Google machin chose, et donc je dicte un message qui est transmis comme message, et l'autre dicte son message qui m'est retransmis, et on se demande s'ils ne vont pas réinventer le téléphone à force de technologie. Cela étant, voilà, on a fait ce tour de table un peu rapide, il nous reste quelques minutes.